Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 20 février 2023 avec l'Union africaine. Alors ce week-end se déroulait le 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Sécurité, paix, économie, les sujets de discussion étaient nombreux. Parmi les objectifs affichés par l'Union africaine, l'organisation d'une conférence sur la Libye et la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Union africaine a annoncé travailler à l'organisation prochaine d'une conférence de réconciliation nationale sur la Libye dimanche 19 février à l'issue de son 36e sommet, au cours duquel elle a maintenu la suspension de 4 pays dirigés par des militaires. Une réunion préparatoire a eu lieu il y a quelques semaines à Tripoli, la capitale libyenne. C'est ce qu'a affirmé Moussa Faki Mahamat avant de conclure que le départ des mercenaires avait été demandé et qu'il fallait nécessairement que les Libyens se parlaient, une condition préalable pour aller à des élections dans un pays apaisé. L'Union africaine, qui a conclu dimanche son sommet annuel à Addis Abeba, siège de l'organisation continentale, a réaffirmé sa tolérance zéro face au changement anticonstitutionnel de gouvernement et a maintenu la suspension de ses du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan. Le Mali, la Guinée et le Soudan avaient été suspendus par l'Union africaine en 2021, le Burkina un an plus tard, après la prise du pouvoir par des militaires. Le sommet a également été marqué samedi par l'expulsion d'une diplomate israélienne, l'État hébreu accusant l'Iran d'être derrière cette grave mesure avec la complicité de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Les dirigeants africains ont également annoncé l'objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine qui doit réunir 1,3 milliard de personnes. Tous les pays de l'Union africaine y ont adhéré à l'exception de l'Érythrée, mais les discussions achoppent sur le calendrier de réduction des droits de douane, notamment pour les pays les moins développés. Samedi, devant l'Assemblée plénière du sommet, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé un système financier international dysfonctionnel et injuste qui voit les pays africains emprunter de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants. Pour Antonio Guterres, l'Afrique est confrontée à des défis énormes sur à peu près tous les fronts, subissant les conséquences de crises pour lesquelles elle n'est en rien responsable. Le secrétaire général des Nations Unies a également annoncé que le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires allait débloquer 250 millions de dollars pour venir en aide aux populations qui ont besoin d'une aide humanitaire. Le sommet africain Addis Abeba, les chefs d'État de l'Union africaine se sont réunis le 18 et 19 février 2023 en sommet à Addis Abeba en Éthiopie dans une 36e édition de cette conférence annuelle. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques, qui va nous jeter la lumière sur cette session. Bonjour Dr Moustapha Tammem. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, l'Égypte a toujours soutenu les initiatives visant à maintenir la promotion et le développement du continent africain et bien sûr ses frères africains. Veuillez nous expliquer les efforts déployés par l'administration pour aboutir à cet objectif. Certainement, cette conférence est très importante. Certainement, à ce temps-là qu'on a des problèmes économiques mondiaux, et aussi des problèmes politiques. Alors certainement, l'unité des pays africains est essentielle maintenant dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine politique, dans le domaine économique. Alors c'est très important maintenant que les pays africains on va avoir la coopération entre ces pays-là pour peut-être élever les problèmes économiques qui sont au monde maintenant. Oui. Le sommet de l'Union africaine peut constituer une opportunité de créer une vision commune pour les pays du continent africain afin de faire face aux défis et tels que ces défis, l'endettement. Alors, veuillez nous expliquer quels sont les facteurs qu'on doit prendre en considération afin de réussir à réaliser cet objectif.
certainement, il y a beaucoup de facteurs qui sont très, très importants pour réussir cette conférence-là. Le premier facteur, certainement, ce serait l'élévation des ressources humaines. L'autre facteur, le deuxième facteur, ce serait le transfert de la technologie à ces pays africains dans tous les domaines, dans le domaine d'agriculture, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier. Ça, c'est très, très important. Le troisième facteur qui est très important aussi, c'est élever des problèmes comme la bureaucratie. Certains pays africains souffrent de la bureaucratie, certainement. Ça va donner un pouvoir négatif et des difficultés pour peut-être la coopération. Alors certainement, c'est très très important d'avoir un comité pour élever ces problèmes-là et pour réussir les objectifs du conférence. Oui, alors... Aussi, on peut avoir un plan d'action. C'est très très important d'avoir un plan avec ce comité-là et pour élever selon les obstacles que je vous ai dit jusque maintenant. Oui. Puisque vous parlez de coopération, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité activer le rôle du continent à travers le groupe du NEPAD dans la mise en place de projets spéciaux et l'activation d'efforts conjoints pour parvenir au développement. Commentez, s'il vous plaît. Ça, c'est très, très important, certainement, parce que, comme vous avez dit maintenant, on doit avoir un plan pour élever les obstacles et pour avoir les objectifs. Alors, certainement, avec ce plan-là, on pourra réussir et on pourra élever beaucoup des obstacles qui peuvent peut-être rencontrer les pays africains. Oui. Quels sont ces défis et ces obstacles qui entravent le processus de développement en Afrique et comment les surpasser? Certainement, le premier problème, ce serait la technologie et l'élévation des ressources humaines, certainement, parce que peut-être beaucoup de pays dans le continent africain souffrent on n'a pas la technologie, on n'a pas l'éducation professionnelle, on n'a pas les technologies, on n'a pas peut-être la main-d'œuvre qui pourra élever les plans et pouvoir réussir avec ces objectifs-là. Alors ça, c'est peut-être le facteur très, très important qu'on doit prendre en considération. D'autre côté aussi, on a les problèmes de finances. Peut-être certains pays africains souffrent on n'a pas assez de finances pour élever l'économie. Alors ça, c'est très, très important aussi. L'Égypte a commencé déjà un pas depuis le mandat du président Abdel Fattah el-Sisi à rénover l'État à travers l'infrastructure et des projets nationaux, plusieurs projets nationaux. Est-ce que vous voyez qu'on peut dire que l'Égypte également aide ses frères africains à parvenir à instaurer l'infrastructure dans ces pays africains? Est-ce que vous voyez qu'avec le début par l'Égypte, on peut parvenir à améliorer le continent africain? Certainement oui, ça c'est un point très très important parce que l'infrastructure c'est un facteur très important aussi pour élever l'économie. Alors certainement si vous n'avez pas l'infrastructure qui est très propre, alors il y aura beaucoup de problèmes. Ici en Égypte, le gouvernement a donné beaucoup de pouvoir pour élever l'infrastructure. Maintenant, vous vous rappelez, depuis peut-être 5 ou 6 ans, on avait des problèmes avec l'électricité. Peut-être pour chaque jour, on avait des coupes d'électricité 7 ou 8 heures par jour. Maintenant, on n'a pas tout ça. De l'autre côté, le transport, c'est très, 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 très important. Les ruelles et tout ça. Tous ces facteurs-là, peut-être beaucoup de pays en Afrique souffrent de ça. On n'a pas l'infrastructure professionnelle. Alors certainement, nous, avec notre expérience en Égypte, on peut aider dans ce domaine-là. Le sommet africain a aussi traité de la crise ukrainienne et des défis qui en découlent. Alors, venez nous parler des séquelles de cette crise russo-ukrainienne, surtout sur la sécurité alimentaire.
Certainement, la sécurité, c'est un facteur très important. Et peut-être ce qui est l'Égypte a pris un pas très avancé dans ce domaine-là, c'est qu'on doit avoir un système pour échanger l'information entre les pays, pour élever certainement ce facteur-là qui est très dangereux. Et peut-être, comme vous voyez maintenant, on n'a pas d'actes terroristes maintenant en Égypte parce que le gouvernement avec l'armée, on a fait beaucoup d'efforts pour éliminer tous ces actes terroristes. Et de l'autre côté aussi, ce qui est très important, c'est qu'on doit avoir un système pour échanger l'information, pour savoir qui sont ces organisations terroristes, quels sont ces actes et tout ça. Alors ça, un système d'information est très important pour échanger, pour avoir des idées, savoir qu'est-ce qui va arriver dans ce domaine-là. Docteur Moustapha Tamem, professeur en sciences politiques, nous vous remercions infiniment pour ces informations. Et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec la RDC. Alors, dans la République démocratique du Congo, les déplacés de Goma réclament la fin des violences. Lassés par la difficile ville dans les camps à Goma, ces infortunés n'aspirent qu'à une chose, repartir dans leur village et renouer avec leurs activités traditionnelles afin de vivre dignement. Un commentaire de Dalia Karam. Des centaines de femmes déplacées à Goma ont battu le pavé vendredi pour appeler à la fin des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles réclament notamment aux rebelles de M23 d'enterrer la hache de guerre. Angèle Nessabemina, âgée de 56 ans, veuve déplacée et mère de 6 enfants de Roche-Toro, tempête, nous protestons parce que nous souffrons. Depuis que nous avons fui nos habitations, nos enfants souffrent. Ils n'étudient plus. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons rien sur nous. C'est un calvaire. Quand nous aident et quand nous rendent nos droits. Cela fait 1 an. Nous avons fui Rutshuru, mais jusqu'à présent nous souffrons. La CEPA difficile vie dans les camps à Goma. Ces infortunés n'aspirent qu'à une chose, partir dans leur village et renouer avec leurs activités traditionnelles afin de vivre dignement. Yere Salama, manifestante et déplacée de Kimomba, raconte « Le M23 nous fait du mal. Si nous étions au village, nous serions en train de cultiver nos champs. Mais ici, nous souffrons. Nous allons mourir à cause de la famine. Nous n'avons pas de nourriture. Nous avons besoin d'aide. Nous souffrons. Nous demandons qu'on nous ramène chez nous. Je sais que nous avons perdu beaucoup de gens. Même mon mari est mort. Mais ici, nous ne faisons que souffrir. » Kaskiti Asuta, mère déplacée de 4 enfants originaires de Roche-Tora, abonde dans le même sens. Nous demandons la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez nous. Le M23 nous fait souffrir, nous avons faim, même nos maris ont été tués. Nous voulons la paix pour rentrer chez nous, nous ne voulons plus du M23, explique-t-elle. Mais la rébellion Tutsi reste active. Jeudi, elle a été accusée par les soldats congolais d'avoir attaqué leur position, violant ainsi le cessez-le-feu recommandé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est lors d'un récent sommet au Burundi. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Mais avant de vous quitter, je vous propose de changer un peu avec les nouvelles recherches menées par des scientifiques du Kenya pour dépecer des hippopotames et des matières végétales il y a 2,9 millions d'années. Shamsinemi nous donne plus de détails. Merci et au revoir. Aux musées nationaux de Kenya, les outils sont probablement les plus anciens exemples d'innovation de l'âge de pierre. Ils font partie d'un ensemble appelé la boîte à outils d'Oldowan. Rahab Kinyajoui, paléobotaniste, explique les démarches des chercheurs.
L'objectif principal du projet est d'essayer de comprendre l'histoire de l'évolution dans le bassin de la péninsule de Houma et Nyanganga. Nyanganga est l'un des sites sur lesquels nous avons travaillé et c'est là que nous avons trouvé les outils Oldowan. Nous nous rapprochons en quelque sorte de 2,6 millions d'années comme étant la datation la mieux fondée et ce qui en fait le plus ancien outil Oldowan de la région d'Afrique de l'Est. Selon le professeur Thomas Plummer, anthropologue au Queen's College de New York, ces outils constituent une véritable percée technologique de l'âge de pierre. Les seuls outils en pierre connus avant la boîte à outils Oldowan proviennent du site Lomekwi à Troyes, mais sont nettement moins sophistiqués. L'utilisation de la boîte à outils d'Oldowan s'est répandue à travers l'Afrique jusqu'à passer ses frontières, où on retrouve des témoignages en Géorgie ou même en Chine, où elle a perduré pendant près de 1,7 million d'années jusqu'à l'arrivée des premières haches. Cette découverte offre un instantané du monde habité par nos ancêtres et illustre comment les technologies de la pierre leur ont permis de s'adapter à différents environnements et ont ouvert la voie aux humains d'aujourd'hui, comme l'explique l'anthropologue Thomas Plummer. L'Oldowan semble être la première indication de l'importance de la culture pour assurer la survie de plusieurs espèces. En effet, si l'on considère que quelque chose se transmet, non seulement au sein d'un groupe, mais aussi entre les groupes, et se répand parmi les populations du monde entier, cette technologie sera la première à illustrer cette transmission à travers l'Afrique, un immense continent. Depuis 2015, les fouilles le long des rives du lac Victoria ont mis au jour 330 artefacts en pierre. Les os des 2 hippopotames trouvés près des outils restent la plus ancienne preuve connue de consommation d'animaux aussi gros par des humains.